Ce soir, je voulais parler de la ville, mais pas n'importe quelle ville, la ville japonaise, et pas n'importe quelle ville japonaise, la ville japonaise mélancolique, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup représenté, que j'ai vu dans beaucoup d'œuvres que j'aime, et j'avais envie d'en parler, tout simplement. Parce que je trouve aussi que c'est une esthétique qui est très très courante et qu'on ne questionne pas énormément. Et, euh, et voilà, simplement. Et puis je voulais mettre un peu ça en lien avec la petite analyse de la sortie là, du film, Sous l'aveugle, femme endormie. Euh, bon, comment commencer sur mon sujet? Eh bien, on va commencer par... la grande question de ce sujet, c'est est-ce que si on est très triste, qu'on fume une clope en regardant la pluie qui tombe, est-ce que c'est mieux quand on est au Japon ou pas? Et pourquoi ce serait mieux d'être triste au Japon? C'est ça la vraie question. Euh, voilà, pourquoi les villes japonaises, pourquoi ces environnements urbains-là, qu'est-ce que ça a de particulier, quels sont les personnages qu'on y retrouve, pourquoi le décor de ces villes peut devenir un élément principal à une narration et une ambiance. Je dis ça parce que c'est quelque chose qui a été réutilisé et retransformé par beaucoup d'artistes, notamment des artistes pas du tout japonais. Et voilà, en France, on a un pays qui est très fan. Pourquoi la clope de fin de 5 cm par seconde donne tant envie? Oui, c'est ça la question. Et voilà ma réponse à pourquoi les villes japonaises c'est si fascinant. La réponse, je vais vous mettre juste une petite photo. Cette photo-ci, très précisément. Et peut-être que là, vous aurez un premier élément de réponse. Cette image, c'est l'image d'un lieu qui est très 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 célèbre, qui est très 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 souvent représenté. C'est le carrefour de Shibuya, en centre-ville de Tokyo, du coup la capitale japonaise. Et cette image, c'est une image un peu... c'est une image, on pourrait dire, iconique. Comme on a la Tour Eiffel à Paris, on a les Champs-Élysées, et le carrefour de Shibuya, il est très très iconique. Il a une personnalité très, très forte, et qui est très connotée à l'identité de la ville, de Tokyo, mais aussi des villes japonaises en général. C'est que c'est un carrefour, c'est le Times Square local, en quelque sorte. C'est un endroit qui réunit tout la culture visuelle qu'on peut associer à ces villes. C'est une ville très complexe, très chargée, avec beaucoup de gens, et tous ces gens vont dans des sens différents, se croisent et ne se connaissent pas, et sont très très anonymes dans cette mégalopole. Et en même temps, c'est aussi un endroit où il y a beaucoup, comme Times Square, c'est un endroit où il y a beaucoup de publicité. Je crois qu'il y a eu une statistique qui disait qu'il y avait plus de je sais pas combien de dizaines de milliers de personnes qui passaient par ce carrefour différent chaque jour. Et cette image, elle a été un petit peu transformée et déformée petit à petit. Juste avant, on parlait un tout petit peu de musique. Je ne vais pas mettre la musique, mais peut-être que cette image va vous dire quelque chose aussi. Cette image, c'est une photo de Maria Takeuchi, qui est souvent associée à une chanson très iconique qui s'appelle Plastic Love, qui est utilisée à fond dans tous les remixes, playlists. C'est une chanson qui est hyper virale, qui est une chanson d'un style de musique qui s'appelle Japanese City Pop, donc City Pop, qui est un style des années 70-80 qui parlait de la mélancolie. Plastic Love, c'est l'histoire d'un amour perdu, d'une femme qui chante son amour perdu dans la ville. Et voilà, il y a eu toute une romantisation de ces espaces urbains trop complexes où on finit par se perdre les uns les autres et on finit un petit peu par se perdre en nous-mêmes. Euh, et voilà, et bon, ici, on parle image, on parle propos et intention derrière l'image. Donc voilà, je voulais vous parler de ça, de pourquoi on a cette image mi-romantique, mi-mélancolique des villes japonaises. Dans un premier temps, on va commencer par vous parler, je vais commencer par vous parler de plusieurs œuvres japonaises qui vont vous aider un petit peu à approcher l'idée que j'essaie d'exprimer par rapport à ces villes. On va commencer par la littérature. Je vous ai mis deux artistes. Haruki Murakami, dont on parlait juste avant, qui est très connu pour ses récits poétiques, sensuels, des villes et des êtres humains. Donc comme on voyait, c'est souvent des récits de personnes adultes à des périodes charnières de leur vie,
et qui doivent se retrouver eux-mêmes. Je vous ai mis une autre autrice japonaise dont j'aime beaucoup le travail, qui s'appelle Yoko Ogawa, qui est aussi une représentante du réalisme magique, dont on parlait un petit peu plus tôt. C'est un roman d'elle que j'aime beaucoup, qui s'appelle L'annulaire, qui parle c'est l'histoire d'une jeune femme qui perd un petit bout de son annulaire, justement, et qui dans un accident de travail, et qui à la suite de ça décide de tout quitter pour aller se réinstaller dans un nouveau quartier de sa ville, de rencontrer une nouvelle personne, et elle finit par faire la rencontre d'un type qui tient un petit magasin où il collectionne les souvenirs des gens, mais il collectionne des objets, mais aussi les souvenirs qui leur sont attitrés. Voilà, en cinéma, on a beaucoup de cinéastes japonais dont le travail s'est exporté en France. Je vous mets quelques images de Ozu. Ozu, c'est quelqu'un qui a beaucoup filmé la ville. Lui, il est plus... forcément dans la période où il tourne, qui est plus les années 60-70, il parle plus de la transformation des villes de petites zones résidentielles avec des maisons traditionnelles à une arrivée des gratte-ciel, des industries et tout ça. Et je voulais commencer par cette première image d'un pays qui change, qui est historiquement, qui est le Japon de la reconstruction, où se mélange le Japon traditionnel et un Japon qui se modernise très très rapidement. Vous allez avoir du train, vous allez avoir des grandes usines, vous allez avoir des personnes perdues. Donc là, je pointe du doigt quelques petits éléments qu'on va voir tout le temps, et qui vont venir participer à cette mélancolie. Donc voilà, Ozu, très très grand représentant. Bon là, vous allez voir les plans qui sont choisis, c'est des plans pour vendre un remaster, donc c'est des images très, très fortes. Mais voilà, on est dans cette iconographie de l'individu dans la société, l'individu dans les groupes, l'individu dans la ville. Des grands panneaux publicitaires, évidemment. Et puis moi, je vais surtout et principalement vous parler de manga, parce que bon... peut-être que vous l'avez identifié petit à petit au fur et à mesure des œuvres dont je parlais dans ces streams, mais je suis moi-même un grand amateur de culture pop japonaise, mais surtout des cultures visuelles, du coup, le cinéma d'animation et, et le manga en général. Tokyo Tarareba Girls, c'est une série on va énormément simplifier, c'est une série de Desperate Housewives de Akiko Higashimura, qui est une autrice extrêmement productive et extrêmement talentueuse japonaise, donc qui a fait notamment Princesse Jellyfish et qui a fait La Prince des Neiges, qui fait beaucoup de séries à la fois sur le Japon féodal, mais aussi beaucoup d'histoires actuelles, et c'est très cool aussi parce que c'est des histoires avec beaucoup de femmes. Et Tokyo Tarareba Girls, c'est l'histoire de trois femmes de la trentaine qui chassent les maris parce qu'elles ont l'impression d'être arrivées à un âge de leur vie où la belle vie leur a échappé et elles doivent essayer de les récupérer. Donc il y a toute l'idée de trentenaires perdus dans la vie qui ont fait des débuts de carrière professionnelle mais sont pas non plus hyper installés et qui ont jamais réussi à trouver l'amour et qui du coup subissent en partie de la misogynie sociétale et dans la difficulté de trouver des bons partenaires amoureux et tout ça. Donc c'est une série où il y a beaucoup de meufs qui boivent des bières dans des bars en étant très très saoulées par la vie et par leur dernière rencontre, et qui est très drôle mais un peu désespérée, que je vous recommande. Là, je vous présente un petit peu des profils d'héroïtypes. Donc, on a les trentenaires perdus qui n'arrivent pas à trouver l'amour. Un autre profil, ce sera Jiro Taniguchi, du coup, le gourmet solitaire. Le gourmet solitaire, il prend un autre axe qui montre de manière positive. C'est l'histoire d'un gourmet solitaire. Du coup, c'est un espèce de salaryman qui est un démarcheur qui va chez les gens. Et du coup, chaque chapitre se situe... raconte une histoire légèrement différente où ça se situe, genre il vient de sortir du boulot et il faut qu'il trouve un endroit sympa où bouffer, et du coup il visite différents quartiers de Tokyo, du Japon et dans les suites même, et parfois à l'international. Donc on voit un peu à travers lui, on voit de la déambulation, la découverte d'un Tokyo qui change, puisque lui il cherche les petits boui-boui à l'ancienne pour manger la bouffe qu'il avait vue dans sa jeunesse mais qu'il n'arrive pas à retrouver. Et à chaque fois qu'il va dans un nouveau restaurant, ça lui rappelle un souvenir de son enfance, d'une de ses ex, d'une histoire, d'une vie où elle était ailleurs. Donc là, on a la ville qui change parce que les endroits où il veut aller, il se perd, il y a l'errance, il y a le souvenir qui est très, très important.
Et on a un autre profil type de ce genre d'histoire qui est le salaryman. Donc le salaryman, c'est un peu un archétype japonais, c'est quelqu'un qui est très très impliqué dans le travail, et dont le travail c'est toute la vie, et il travaille chaque mois pour avoir son salaire. Et donc c'est le fonctionnaire, quoi. En France ce serait vraiment le fonctionnaire, mais c'est le travailleur de bureau. Très chouette série aussi, je vous ai mis un petit peu les couvertures en parallèle, parce qu'il n'y a pas énormément d'architecture et de décors dans Nana, mais Nana, évidemment, série extrêmement légendaire de Ayazawa, qui parle de l'histoire de deux jeunes femmes qui s'appellent Nana et Nana, qui viennent toutes les deux une de la campagne et une d'une moyenne ville japonaise, et qui viennent s'installer à Tokyo pour essayer l'une pour vivre la grande vie, et l'autre pour fuir un amour qui s'est brisé. Et donc ça parle beaucoup de ça, de quand on est jeune, essayer de se retrouver dans un nouvel endroit. Je pense que vous allez avoir dans votre entourage des gens qui ont déménagé pour essayer d'avoir une vie meilleure, ou au moins une vie différente dans une autre ville. Enfin, je compte pas le nombre de mes amis qui sont venus à Paris et qui en sont partis aussi secs, quoi. Et Nana raconte un peu ce genre d'histoire de trouver sa place dans la vie en tant qu'adulte, faire ses choix, et tout ça. Et la ville et Tokyo apportent beaucoup dans le fait des rencontres, de la stimulation. Donc voilà, ça c'est quelques profils types de types d'histoires. Si je devais un petit peu simplifier, le type de personnage qu'on a souvent dans ce genre d'histoire, c'est soit des jeunes, mais jeunes, 15, 20, 25 ans, désabusés, qui doivent découvrir la vie, faire leurs choix, et dont la ville peut apporter un cadre assez oppressant, parce qu'il représente beaucoup des choix à faire, des possibilités, et aussi des choses insurmontables. On a beaucoup d'histoires de trentenaires, quarantenaires un peu désabusés, qui se posent des questions sur leur identité avec des errances dans la ville. Avec des errances dans la ville, et des questionnements sur leur propre identité, sur leur choix futur, et avec beaucoup de mélancolie qui vient avec le regret. Et on a aussi parfois, et c'est plus rare, des personnes âgées, où généralement c'est traité avec, cette fois-ci, avec beaucoup plus de nostalgie, de la nostalgie, parce que les villes japonaises ont évolué énormément, et sont un peu en permanente construction. Donc voilà, ça c'est des types d'histoires, j'espère qu'il y en a peut-être une dans le tas que vous connaissez, mais qu'au moins ça vous pose un petit peu un contexte. Les choses que je voulais aborder dans la question des représentations et des lieux sont les suivantes. Voilà, je vous ai mis 2 images en parallèle pour venir développer mon second point. Graphiquement, il y a un truc qui est assez unique, en tout cas qui est assez significatif dans le dessin japonais, c'est que dans l'industrie du manga, parce que là on parle vraiment d'industrie dans le manga, vu que tout doit être produit dans un temps donné, parfois un temps très court, il y a beaucoup d'utilisation de la photographie. Donc là je vous ai mis 2 images en parallèle. Je vous ai mis une image de Yotsuba, qui est un manga très feel good sur une petite fille qui arrive dans un nouveau quartier. Et ce qui est très beau visuellement, c'est que c'est des décors d'après photographie qui sont redessinés. Et du coup, on a des architectures très présentes avec, là sur cette image, il y a des pylônes électriques, un feu tricolore, des petits magasins de quartier. Et c'est très beau parce que ce graphisme-là, au trait, et on y met des personnages au graphisme très très simple qui sont justement une petite fille, donc c'est découvrir un quartier dans l'enfance. Et à côté, il y a une Yotsuba. Oui, évidemment, Yotsuba, ça rend heureux. Lisez Yotsuba, si vous ne lisez pas Yotsuba. Et qu'est-ce que vous faites de votre vie? C'est vraiment le manga qui sauve les vies, hein. Je le dirai jamais assez, mais vous lisez un tome de Yotsuba et tout de suite vous vous sentez plus heureux, parce que c'est vraiment... c'est trop beau de voir le monde à travers les yeux d'un enfant. Et en parallèle de ça, je vous montre une autre image, qui est une image de Ayame Hiro, du coup, qui est un manga d'invasion zombie, voilà, pour vous donner un contexte. Et là, la même chose est appliquée, mais pour un contexte, pour donner une image très différente, avec, on a une image de parcours enfant, également, mais qui est très photographique, avec des noirs très très prononcés, et du coup, même chose, on a cette architecture qui est très très forte, mais qui est là, qui est mis un petit peu plus oppressante, et on a un personnage qui est plus détaillé, et on a surtout des petites figurines, là, légèrement surréalistes. Et ce qui est très très beau dans ce rapport entre le décor et les personnages, c'est que souvent dans le manga, les décors sont très 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 complexes, parfois avec un réalisme photographique, aussi parce que les artistes travaillent souvent en équipe, et donc la personne qui fait les personnages est souvent une personne différente de la personne qui fait les décors. Et donc les décors peuvent être extrêmement travaillés, comme c'est le cas ici. Et du coup, ça crée un parallèle où, au lieu d'avoir cette légèreté d'un enfant qui découvre la ville, on a la pression d'un monde extrêmement complexe. On est un personnage qui est trop simple pour ce monde, et parfois dans
dans ce graphisme très complexe, peut naître d'autres choses, des éléments qui deviennent du coup dérangeants par leur simplicité dans un monde si complexe ou inappropriés. Du coup là dans le cadre d'un manga de zombies avec des passages très surréalistes, oniriques, ça se fait extrêmement bien. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut que vous gardiez en tête. Et voilà. Je voulais parler d'un lieu très, très important dans la représentation des villes japonaises, c'est le train. Le train ou le métro, c'est quelque chose qui est omniprésent parce que c'est le transport. Forcément, vous vivez dans une très grande mégalopole, vous vous déplacez tout le temps, vous êtes dans cet espace de transition. Ce qui est très fort visuellement avec le train, c'est qu'on montre qu'il y a un personnage qui est en déplacement, donc qui bouge toujours, et surtout ça permet de mettre en fond un décor très complexe, comme on vient de le dire avant, mais qui se déplace perpétuellement, comme un diaporama qui ne s'arrêterait jamais, et où tout est un peu insaisissable, quoi. En technique visuelle de cinéma, parfois on peut utiliser le travelling dans ce genre de choses où tout est trop complexe, tout va trop vite, tout fonce vachement, et du coup le train, qu'un espace d'isolement, mais qui est aussi un espace restreint où on est en contact avec d'autres personnes, c'est quelque chose qui va revenir tout le temps, 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 dans l'animation. Donc c'est un lieu qui est très très présent. Euh, Là, je vous ai mis une très belle image de Ghost in the Shell, qui est même chose, une image très 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 iconique, qui est beaucoup repris dans le cinéma en général, un peu à la manière d'un tableau de Hopper, je trouve. C'est la silhouette d'un personnage en contre-jour qui se détache d'une grande fenêtre où on voit des gratte-ciel qui montent jusqu'au ciel et qui dépassent. Et voilà, cette image, elle est très forte dans sa composition parce qu'on sent c'est un personnage qui est encadré par le cadre de la fenêtre, qui se définit uniquement en contre-jour. Et en fait, ces gratte-ciel qu'on a derrière, ils sont composés en grandes lignes verticales. Et il bouche le ciel, donc poétiquement, il bouche la liberté. Et comme ils sont en ligne verticale, bah là, sur un cadre comme ça peut évoquer une idée de prison, d'emprisonnement, d'être coincé. Ce qui est un des thèmes du film Ghost in the Shell, là, puisqu'on en parle. Dans le film Ghost in the Shell, c'est l'histoire d'un personnage qui est un cyborg, du coup, d'un cerveau humain qui vit dans un corps robotique, et on ne sait pas si avoir un corps qui ne dépend pas de son cerveau, qui n'est pas organique, est-ce que c'est une prison ou c'est une très grande liberté? Et donc pendant tout le film est mis en parallèle le fait que est-ce que la ville aussi est une prison pour l'individu, comme le corps pourrait être une prison pour l'esprit qui pourrait peut-être s'en séparer. Donc voilà, ça c'est des idées très 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 fortes. Un grand endroit aussi qui revient très souvent, c'est le bar. J'ai pas trouvé une super image pour celui-ci, mais le bar, c'est un endroit un peu... c'est l'endroit où on va picoler, c'est l'endroit où on va se descendre, et c'est aussi l'endroit où on prend des substances pour oublier, pour oublier, pour oublier notre quotidien. Du coup, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Il y a une culture de la bière, je crois, au Japon, qui est assez prononcée. Ce dont je voulais parler aussi, c'est dans un autre film de Mamoru Oshii, Pat Labor cette fois-ci. Du coup, les gratte-ciel. Ce qui est très intéressant avec les gratte-ciel, c'est que souvent, bon, il y a ce motif quadrillé de la prison avec, avec les fenêtres là, comme vous le voyez, mais il y a aussi le reflet qui est quelque chose de très important. Bon, vous voyez, hein, là, ça fait des images extrêmement complexes avec des lignes verticales dans tous les sens, mais le reflet, c'est quelque chose qui vient beaucoup. On va avoir beaucoup de jeux sur le reflet, mais le reflet comme le miroir, qui nous reflète des choses qu'on veut voir ou qu'on ne veut pas voir. Oui, du coup, en termes de couleurs, le manga, forcément, le manga est extrêmement majoritairement fait en noir et blanc, donc le noir et blanc invite moins à la poésie, enfin en tout cas c'est une opinion personnelle, c'est que le noir et blanc invite moins à la poésie, et surtout le travail du trait, comme il est fait dans le manga, c'est quelque chose qui est souvent un petit peu enfermant, parce qu'il est précis et qu'il définit des contours, et que les contours, ce n'est pas la liberté. Par exemple, en France, on pourrait plus avoir une tradition d'aquarelle, ou de peinture, ou de non-fini, qui évoque plus la liberté, et c'est quelque chose dans la majorité des styles graphiques japonais qui se retrouvent pas du tout. Et en termes de couleurs, comme on est dans la ville, on va tourner beaucoup autour du gris, des verts, des gris colorés, du bleu. La ville est pas toujours montrée de manière très colorée, à part quand on veut montrer de la publicité, et généralement la publicité est montrée de manière un peu négative, parce que ça montre le consumérisme
et la négatif. Je peux pas vous parler de lumière, parce que j'ai pas réussi à faire la recherche jusqu'à ce point-là. Dans les spécialités graphiques aussi, ce qui est intéressant, c'est le traitement de la ville, mais aussi de sa population. Là, je vous ai mis une image. Alors, je sais plus si c'est le carrefour de Shibuya ici, mais c'est une image très belle que j'aime beaucoup, qui vient de Bonui Pun Pun, de Inio Asano. On y voit un personnage qui est complètement perdu au milieu d'une foule où il y a plus d'une centaine de personnes qui vont tous dans des directions différentes, ont leur propre vie, mais du coup, elles sont tellement nombreuses qu'on a l'impression d'être perdu dedans. Et un petit truc graphique qui a été trouvé par cet auteur. Vous voyez en fond, il y a le décor qui est le décor photographique retravaillé. Et notre personnage est aussi un personnage qui n'a pas une tête humaine, qui a un grand cône noir à la place de la tête. C'est quelque chose qu'on va revoir aussi beaucoup dans les personnages des récits avec de la mélancolie urbaine. C'est des personnages qui se sentent très dépersonnalisés, comme n'appartenant pas à la société. Et qu'est-ce qu'il y a plus de dépersonnalisant que de masquer le visage de son personnage. Comme il a fait toute la série, c'est 13 tomes, Bonnie Poon Poon, et dans les 13 tomes, jamais le visage du personnage démontré. Il est à chaque fois transformé selon ses états. Dernier truc graphique dont je voulais beaucoup parler. Là, je vous ai mis des images de Perfect Blue de Satoshi Kon. Je vais pas aller dans les détails de l'histoire, mais c'est un personnage qui a des troubles de l'identité dans Satoshi Kon, et c'est montré de manière diverse dans le film, notamment à travers du reflet. Donc là, on a un visuel du visage du personnage principal qui est déformé par un miroir éclaté, donc on voit bien que sa personnalité est en train de se fragmenter. C'est comme dans un palais des miroirs. C'est souvent quelque chose qui est très utilisé dans des films, par exemple, si vous avez vu le film Us de Jordan Peele, ça commence par une galerie des miroirs dans une fête foraine, et c'est pour vous montrer connaît-on vraiment l'identité profonde de ce personnage, et ce personnage connaît-il lui-même son identité. Et juste en dessous, vous avez une image de Mima, du coup, l'héroïne du film, qui se reflète dans la vitre du métro, mais on voit que sa personnalité réelle, où elle est habillée, comme dans la vie courante, se superpose à son reflet, qui est son personnage de star de la musique. Donc voilà, le reflet dans les vitrines, les vitres, les miroirs, l'eau, les façades d'immeubles, hyper présent comme code graphique. Voilà, c'est tout pour cette partie des éléments graphiques que je voulais aborder. J'espère que vous commencez à saisir l'idée de là où on va. Mais pour la section suivante, ce qu'il va falloir faire, c'est aller chercher un peu la spécificité culturelle japonaise qui amène à avoir cette culture graphique. Donc je vais donner quelques exemples ici. C'est des exemples qui sont un peu superficiels, mais qui permettent de lancer des idées. Mais n'hésitez pas à me corriger si vous sentez que c'est à côté de la plaque. Bon, les spécialités culturelles qui sont très très souvent représentées dans les œuvres japonaises. Déjà, il y a la culture du travail. Alors c'est un mystère pour personne, c'est quelque chose qui est vraiment assez connu. C'est que le Japon a une culture du travail extrêmement développée, enfin extrêmement forte, voire extrêmement toxique. Je vous ai mis pour ça une petite image de Agretsuko, qui est un personnage, une série qui est disponible sur Netflix, c'est une petite série avec des personnages anthropomorphiques d'animaux, du coup, qui travaillent dans un bureau et tout le monde se tue au boulot et pas respecté par son boss et n'en peut plus, mais en même temps, quand vous êtes un salaryman, salarywoman, vous devez vous contenter de cette réalité qui vous ronge doucement tous les jours. D'ailleurs, c'est rigolo parce que dans Agretsuko, on voit la dualité du personnage qui est beaucoup exprimée par le fait que c'est une employée de boulot modèle, de bureau modèle le jour, mais la nuit elle va crier dans des karaokés de heavy metal pour faire sortir toute sa haine. Donc la dualité des personnages c'est quelque chose qui est souvent exploré dans ce genre de récit. Donc voilà, la culture du travail très présente et très toxique, et très difficile vraiment jusqu'à l'épuisement au Japon, c'est quelque chose de très très présent, la culture du travail, donc généralement on a beaucoup de personnages qui sont débordés par le boulot avec de la fatigue et du surmenage. Autre spécificité culturelle, pour ça il faudrait que je vous parle un petit peu plus de l'histoire du Japon. Moi la période sur laquelle je me centre principalement c'est la période 90-2000. Le Japon a vécu beaucoup de périodes politiques très différentes. Là je vous ai mis quelques images de Unlucky Young Men de Kamui Fujiwara et de Eiji Otsuka. C'est un manga qui se passe à Tokyo dans les années 70, et c'est l'époque des grandes révolutions étudiantes japonaises. C'est une époque où, dans la création, il y a beaucoup de récits très désenchantés sur le monde. Par exemple, un film très connu qui a beaucoup voyagé, c'est Contes cruels de la jeunesse, qui date de cette période-là. Et c'est comment le gouvernement japonais a
réprimer un mouvement proche de ce qu'on a pu avoir en mai 68 en France. Et du coup, moi je vous parle plutôt de la période 90-2000 parce que c'est la période que je connais le mieux. Et la période 90-2000, elle est centrée autour d'un grand événement sociétal japonais s'appelle l'explosion de la bulle économique. Et l'explosion de la bulle économique, c'est en 89. Il y a, comme on a eu la crise des subprimes dans le monde occidental en 89, il y a eu l'explosion de la bulle économique japonaise qui était aussi un montage financier d'immobilier qui a créé un énorme moment de pauvreté et de désœuvrement dans la société japonaise. Et du coup, il y a beaucoup des œuvres des années 90 et 2000 qui se centrent beaucoup sur cette espèce de manque de contrôle de sa vie dans la société et dans la ville telle qu'elle était. Donc voilà, Unlucky Woman, qui est un manga extrêmement beau qui représente très bien la ville et qui conclut chacun de ses chapitres avec un haïku mélancolique sur la condition de ses personnages. C'est cependant un manga extrêmement violent, avec beaucoup de scènes d'agression. Donc allez, si vous y allez, soyez prévenus. Un autre phénomène sociétal dont on parle pas mal en France, mais qui est un truc qui est beaucoup associé au Japon, c'est le phénomène des disparitions volontaires. On a même un terme assez joli qui qualifie ces disparitions volontaires de personnes évaporées. Donc évaporées comme de la vapeur d'eau ou comme de l'écume, c'est des gens qui disparaissent du jour au lendemain. Effectivement, je vous ai mis une image de Sensu, un manga de Daisuke Imai. Bon, vous pouvez le voir avec le graphisme assez vide et minimaliste, le genre d'histoire que ça raconte. Là, c'est une histoire c'est une jeune fille qui échappe à un accident de la route. Elle était dans un bus qui a un crash et tout le monde meurt dedans. Et elle se rend compte suite à cet accident que tout le monde accepte sa mort très facilement. Et du coup, elle commence à vivre en parallèle de la société en allant vivre chez les gens quand ils sont pas chez eux. Et du coup, c'est un peu une chronique très fantomatique de son inexistence. Même chose, c'est un récit assez dur. Mais c'est vraiment très très beau et ça montre beaucoup tous les espaces inoccupés de la ville en se disant qu'est-ce que c'est qu'une culture où 10 heures par jour on est au travail et en dehors de son chez-soi et où n'importe qui peut venir faire ce qu'on veut chez nous, ce qu'il veut chez nous et oui, du coup, il y a ce phénomène des disparitions volontaires de gens qui, sous pression du bureau ou sociétal, décident de tout lâcher et de disparaître. Giacomi nous dit « Dans mes souvenirs, il y a le manga Undercurrent qui parle de ça, mais de l'autre côté de ceux qui ne peuvent pas disparaître. » Oui, j'aurais pu le citer aussi. J'avoue que j'ai pas mis Undercurrent, puisqu'il se passe plutôt dans une ville provinciale, et je voulais me centrer vraiment sur des récits très, très urbains, mégalopole. Mais Undercurrent est aussi très, 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 très beau sur des histoires de disparition. Je vous le recommande énormément. Donc voilà. Et un dernier phénomène japonais qui, bon, moi, me touche... et dernière spécificité culturelle qui est vraiment très associée au Japon aussi, c'est le phénomène qu'on appelle du hikikomori, qui est un mot japonais, et c'est un phénomène de réclusion, où c'est des personnes qui décident d'arrêter de vivre en société, qui simplement s'enferment chez elles, et décident de vivre en autarcie totale sans sortir. Je vous ai mis un visuel de Serial Experiment Lane de Yoshitoshi Abe, qui est une série du tournant des années 2000 qui est difficile à voir parce que un peu incompréhensible, mais qui est très touchante sur ce sujet, qui parle d'une jeune fille qui, suite à un drame, se met à habiter chez elle et à n'exister que à travers Internet qui est en train de naître dans ces années-là. Et on peut l'associer aussi, ce phénomène hikikomori de réclusion, on peut l'associer aussi à un autre mouvement qui s'appelle le mouvement NEET, N-E-E-T. Et c'est un acronyme parce que c'est les personnes qui sont non employées en études ou en train de chercher. Donc même chose, c'est une tranche de la population, généralement plutôt des personnes jeunes, qui ne trouvent pas la place dans leur société et dans le travail, qui ne veulent pas devenir des salariman, et qui du coup, en fait, n'existent pas sociétalement parce qu'ils ne travaillent pas, et donc se sentent comme des grands oubliés, mais en même temps ne peuvent pas adhérer au système en place. Donc généralement, les personnes hikikomori sont souvent des NEET, parce que si vous êtes isolé chez vous, c'est plus dur de travailler. Donc ça, c'est des choses qui sont très souvent représentées dans les œuvres japonaises, et qui voilà, se complètent bien avec ce thème de l'isolement dans la ville, la difficulté de vivre, la mélancolie, ce genre de choses. Je voulais parler aussi d'un truc important. Un truc important pour moi. On parle
on parle souvent de représentation ici, et je voulais parler quand même du point de vue que nous on peut avoir en tant que personne française. J'imagine que toutes les personnes dans ce chat sont françaises. On peut aussi voir la ville japonaise comme un décor dans lequel on place nos histoires. Et forcément, comme nous ne sommes pas des personnes japonaises et comme nous ne sommes pas des personnes qui avons vécu au Japon, ce qui va se passer, c'est qu'on va simplifier, essentialiser, altérer en fait, voire corrompre des idées et des images. Et je voulais parler de ça, de l'exotisation qu'il peut y avoir de ce genre de situation avec de la simplification ou de la déformation des images. Je vais vous mettre quelques images que j'aime beaucoup d'un film que j'aime énormément qui s'appelle Sans Soleil de Chris Marker. Ça parle un petit peu au début, mais après je vais... Toutes les galeries aboutissent à des gares, les mêmes compagnies possèdent les magasins et le chemin de fer qui porte leur nom, Keio, Odakyu, ces noms de ports. Le train peuplé de dormeurs rassemble tous les fragments du rêve, en fait un seul film, le film absolu. Les tickets du distributeur automatique deviennent des billets d'entrée. Donc voilà, quelques images du métro japonais, filmées par Chris Marker. Enfin d'ailleurs, probablement pas filmées par Chris Marker, qui sont probablement des images réutilisées. Je parle de ça parce que Chris Marker, c'est un réalisateur très connu et reconnu dans le cinéma, et c'est un peu... l'image qu'il a, c'est d'être le voyageur absolu et sans soleil, et c'est un long métrage qui a affirmé là-dessus. C'est Chris Marker va dans les quatre coins du monde et découvre toutes les cultures les plus lointaines, les plus étranges, les plus différentes, et essaie de les mettre en perspective par rapport à son identité à lui, et de qu'est-ce que c'est que la culture globale, en fait, simplement. Et énormément des passages du film Sans Soleil se déroulent au Japon, parce que c'est des images du pachinko là que vous voyez, aussi la culture du jeu qui est présente au Japon. On gagne de l'argent toute la journée, on le dépense rapidement. Et du coup Chris Marker, lui, décide que de son point de vue, le Japon c'est l'altérité, l'autre le plus différent de lui qui est un réalisateur européen. Et du coup, il nous montre ces images en s'intéressant beaucoup à la culture japonaise, ce qu'il voit lui de l'impermanence. Donc là, dans cette scène de Sans Soleil, il fait un truc qui est un dispositif assez joli. Il filme des gens dans le métro, et des gens qui dorment dans le métro japonais, et il essaie d'imaginer quels sont leurs rêves. Du coup, il superpose des images de la télé japonaise avec les rêves des gens. Et c'est à la fois très beau poétiquement, et à la fois un peu à côté de la plaque, et un peu dramatique. Là, il nous montre quelques images de Galaxy Express 999 de Leiji Matsumoto avec un train qui part de gare. Et donc voilà, donc je voulais revenir sur quelques-uns de ces détails de comment cette image du Japon a pu être déformée et essentialisée. Voilà, donc là c'est une dame qui se met à s'endormir sur son voisin, et on voit des extraits de films qui correspondent à ça, des extraits dans la suite on voit des extraits de fantômes japonais, de gens qui sont altérés comme ça. Voilà, donc je vais vous citer quelques œuvres comme ça qui cristallisent un petit peu la perception européenne et occidentale de la culture japonaise. Évidemment, Stupeur et tremblement de Amélie Nothomb en littérature. Amélie Nothomb qui a grandi au Japon et qui dans Stupeur et tremblement raconte l'histoire d'une femme française, il me semble, qui vient s'installer au Japon et qui devient complètement méprisée et écrasée par la culture du travail local. Elle commence comme consultante, et d'ici la fin de l'histoire, elle finit par laver les toilettes du service dans lequel elle travaille, et puis dans une scène très onirique, elle finit par danser nue, il me semble, dans les studios, dans les bureaux de l'entreprise dans laquelle elle travaille, et elle devient complètement folle. Et c'est un livre qui a été adapté ensuite en film. J'ai un souvenir horrible, c'était hyper fort comme bouquin. Oui, il a marqué beaucoup de gens. Mais bon, c'est un livre qui a beaucoup mis cette culture du travail extrêmement forte et extrêmement toxique dans l'imaginaire français en tout cas. Je dis aussi ça pas tout à fait au hasard, parce qu'il y a un long métrage d'animation qui est en développement qui s'appelle La métaphysique des tubes, qui est une autre adaptation d'Amélie Nothomb, qui va parler d'un petit enfant né au Japon. Donc celui-ci, je l'attends un petit peu au tournant pour savoir comment il va montrer ça. Est-ce qu'il va bien montrer la culture japonaise? Est-ce qu'il va montrer une petite fille blanche privilégiée dans une culture très différente qui va se permettre d'en moquer? Je ne sais pas.
Mais voilà. Autre grand film exactement dans le même sujet, Lost in Translation de Sofia Coppola. Alors là, sur Sofia Coppola, on est vraiment dans l'utilisation du Japon comme un décor, puisque c'est un film qui se passe entièrement dans un hôtel à Tokyo. Vraiment, comment dire ça, l'idée du film, c'est juste de montrer deux personnes, qui se trouvent être deux personnes blanches américaines, qui se retrouvent dans un pays où ils ne comprennent rien, où ils ne comprennent rien à la langue, ils ne comprennent rien aux gens, et que ces deux âmes perdues, plutôt que, je ne sais pas, essayer de découvrir la culture locale et s'intéresser, décident plutôt de se morfondre toutes les deux ensemble avec en décor des jolis gratte-ciel nocturnes et tout ça. Donc c'est un film qui d'ailleurs est assez proche de certains passages de Saut l'aveugle femme endormie, avec bonne histoire d'un quarantenaire loin de sa femme qui tombe dans une histoire d'adultère, quoi. Pourquoi c'est toujours ce genre d'histoire? Et ouais, c'est un film qui a beaucoup tourné, qui a beaucoup influencé, et qui a vraiment donné cette image de waouh, ce Japon, le pays où on comprend rien, et où les gens sont trop différents de nous. Voilà. Quelques autres images. Je vous ai mis une belle image de karaoké. Bon, ça qui vient d'un jeu japonais, donc le côté très extravagant et hyper assumé. Mais il y a aussi un côté. Une exotisation qui est beaucoup fait de l'image du Japon, c'est que c'est un pays très capitaliste, avec énormément de divertissement. Donc là, c'est les karaokés. Je parlais un petit peu plus tôt des salles de pachinko. C'est aussi une manière qui peut être un peu dédaigneuse de montrer cette société en disant « Ah, regardez, c'est une société qui est tellement oppressante que les gens ont besoin de se détendre, enfin, le pain et les jeux, hein, si on pourrait simplifier à ça, qui ont besoin de s'amuser avec des loisirs de plus en plus étranges et extrêmes, avec, le karaoké qui est souvent montré dans des scènes d'après-travail, un peu... où il y a ce besoin, comme dans des films français, on montrait des gens qui iraient en boîte de nuit à écouter de la techno, dans l'image qui est faite, c'est souvent je fais des trucs qui me permettent d'oublier absolument mon quotidien. Ah oui, évidemment, je suis obligé de faire une petite castétie à Ofo, qui n'est pas là ce soir, mais qui sera très content de voir Majima qui fait du karaoké. On sait que tu l'aimes par-dessus tout. Dernière chose que je voulais un peu vous mettre, je vais vous faire une image qui est là uniquement pour vous faire réagir. Je vais mettre une image de clip de Avril Lavigne, Hello Kitty. Alors cette image, je l'ai mis pour aborder un point qui est que j'ai un peu plus de mal à qualifier, qui est l'utilisation de la pop culture japonaise, la culture pop, les couleurs, les cosplays, les costumes, les gens qui utilisent des yukata, des kimonos, des yukata alors qu'ils ne devraient pas les utiliser. Il y a beaucoup d'artistes de tous les domaines différents qui utilisent souvent le Japon comme on utiliserait une carte postale, en fait. On parlait dans une autre émission de l'exotisation sous la forme de... On fait le tome 2 ou le tome 3 de l'autre série, mais on balade nos personnages dans un nouveau décor. Et le Japon est pas mal victime de ça, comme il a une culture visuelle qui est extrêmement marquée. On s'en sert souvent comme d'un décor un peu superficiel, d'ailleurs en le montrant de manière superficielle, d'un pays un peu foufou, bizarre, what the fuck. Je veux dire, au Japon, en France, on a une collection de mangas qui s'appelle What the Fuck, pour vous dire waouh, le Japon c'est trop bizarre, c'est trop rigolo. Donc voilà, c'est un truc qui revient souvent et qui est très très dommage. Et dernière chose dont je voulais parler, qui est très courant, dont j'ai déjà parlé un petit peu ici quand je parlais de Gorillaz, sur le personnage de Noodle. L'exotisation, elle vient aussi par les personnages des robots. Alors les robots sont des types de personnages qui viennent souvent. Là, je vous montre une hybridation qui est particulièrement rigolote. C'est une image du Ghost in the Shell, du coup pas le film japonais, mais le film américain adapté de Ghost in the Shell. Et donc l'image, c'est un personnage de robot ou d'androïde qui a les traits d'une geisha, donc ou une femme de compagnie japonaise. Il y a vraiment une essentialisation qui, pour le coup, vraiment, je ne peux pas la qualifier d'autre chose que de raciste, de personnages japonais, mais aussi asiatiques au sens large, de montrer des personnages japonais comme étant si rentrés dans leur quotidien de métro, boulot, dodo, plaisir, divertissement, qu'on pourrait les apparenter à des robots. Et ça, c'est
vraiment quelque chose dans lequel il faut pas tomber, parce que c'est... Là, en plus, dans ce film-là, Ghost in the Shell, le film américain, un film qui a engendré beaucoup de polémiques, notamment parce qu'il remplace le personnage principal de femme cyborg japonaise qui s'appelle Motoko Kusanagi en une femme blanche jouée par Scarlett Johansson. Mais en même temps, le film ne se prive pas de vous montrer des geishas robots qui vont être là pour être sexy et serviables. Donc il faut faire très attention quand vous utilisez ce genre d'esthétique. Sans y réfléchir, vous allez forcément tomber dans ce genre de choses. Pour conclure sur ce sujet, que je voulais vous dire, c'est que c'est intéressant de traiter d'autres cultures visuelles, mais il faut vraiment bien comprendre les enjeux qui sont de faire des recherches, parler à des personnes concernées, et les utiliser correctement, parce que sinon vous allez donner une vision d'un pays, d'une culture et de personnes qui est très fausse, et très caricaturale, et malheureusement si votre film a du succès, ou s'il tombe sous les yeux de quelqu'un qui n'a pas forcément une énorme connaissance de ce pays, il va voir votre vision, votre représentation comme la réalité. Et donc si vous montrez des personnages de manière problématique ou de manière incomplète, forcément vous allez faire continuer cette exotisation et cette mauvaise représentation. Pour conclure tout ça, je voudrais sortir quelques axes spécialement intéressants dans lesquels la ville japonaise et son image de mélancolie sont intéressantes. Donc des concepts, donc là on va parler vraiment de concepts philosophiques et poétiques qui lui sont très associés et dans lesquels son esthétisme participe. Et si vous mettez un personnage, disons, neutre dans une ville japonaise, c'est ça qui va lui être associé, quoi. Voilà, donc en premier je voulais parler de l'anxiété sociale, donc comme je vous l'ai dit... Ah oui. Donc je vais vous mettre ce très beau générique d'une de mes séries de cœur, qui est Paranoia Agent, de Satoshi Kon. Si vous n'avez pas l'image, c'est l'image de plein de personnages qui sont face caméra, qui rigolent, et on les voit dans des décors de plus en plus étonnants, comme par exemple cet homme qui tombe du ciel vers la ville, mais en ayant un grand sourire autour du visage. Clairement, les villes japonaises sont souvent montrées de manière extrêmement stressante, comme de créer une grande anxiété chez les personnages qui finissent par ne plus savoir quelle est leur identité et ce qu'elles font là. Et Paranoia Agent, je vais le simplifier d'une manière très simple. Imaginez-vous, vous êtes dans une situation très stressante et vraiment vous dites j'ai pas envie d'aller au boulot, ce qui pourrait m'arriver de mieux aujourd'hui c'est de me faire renverser par une voiture, pas suffisamment pour que ce soit très grave, mais juste pour que j'ai une excuse pour ne pas aller au boulot. Et Paranoia Agent, c'est ça sur 12 minutes, c'est que des personnages qui se retrouvent coincés dans des situations complètement inextricables, et vient ce personnage-là que vous voyez à l'écran, qui est le personnage du batteur, qui vient les attaquer, mais qui, en même temps qu'il les frappe et les blesse, en même temps leur permet de s'extraire de l'énorme anxiété qu'elles vivent. Donc voilà, c'est vraiment une série à l'ambiance extrêmement précise et que j'apprécie énormément. J'aimerais probablement faire un sujet entier sur Satoshi Kon, mais je vais me contenter de ça pour le moment. Ensuite, deuxième concept important, c'est l'errance. Comme on parle de grandes villes extrêmement labyrinthiques, et on se perd et on circule dans des trains pour la circuler, et qu'on a l'impression de faire partie d'un organisme gigantesque. Ce qui émerge de tout ça, c'est l'errance. On a des personnages qui sont souvent dans des périodes de leur vie où elles doivent se questionner, se remettre en question, essayer de comprendre ce qu'elles font bien dans cette gigantesque ville, et est-ce que leur existence quelle est l'importance de leur existence. Donc généralement ça va être des personnages qui se baladent la nuit, sont perdus, sont coincés dans des ruelles. C'est beaucoup montré dans ce genre de visuel-là. Mais ouais, l'errance, être perdu, être dans l'incertitude, c'est pas vraiment l'inconnu, l'errance, parce que l'errance, c'est vous savez pas où aller. Alors que être perdu, c'est être dans un lieu qu'on ne connaît pas. Et l'errance, c'est vraiment genre, j'essaie de me perdre, mais je n'y arrive pas. C'est comme ça que je le conceptualiserais. Ensuite, je suis un peu obligé de l'aborder, c'est un phénomène de dépersonnalisation. Il y a beaucoup des personnages des œuvres que j'ai citées ce soir, qui sont des personnages qui perdent leur personnalité de plusieurs manières différentes. Soit c'est des personnages qui ont une différence entre leur masque social, donc la personne que vous êtes au travail, dans la rue, et leur identité personnelle, donc intime. Et quand on passe trop de temps dans la rue à devoir porter un masque social, on finit par oublier qui on est au plus profond de nous. Comment c'est montrer ça visuellement?
Et bah c'est en utilisant des histoires où vos personnages sont des animaux. Les animaux c'est intéressant parce que un animal c'est un personnage qui a un caractère donné par l'espèce qui elle représente. Si vous mettez un chien et un chat comme personnage, où il y a tout de suite une dynamique qui s'installe quoi. Donc parfois des personnages animaux, il y a parfois des personnages aliens, donc on pourrait parler de l'aliénation, mais la Tokyo Alien Bros, par exemple, c'est l'histoire de deux aliens qui viennent s'installer à Tokyo, et qui doivent s'habituer à la vie locale, mais plus l'histoire avance, et plus on se demande est-ce que ce sont vraiment des aliens, ou est-ce que c'est des personnes qui ont arrêté de vivre, arrêté de se considérer comme des êtres humains. Ou le personnage du cyborg, ou du robot, ou parfois même du fantôme. C'est ce genre de choses qu'on peut avoir. Avec la ville vient aussi un sentiment d'impermanence. Alors ça va être montré de deux manières différentes, je vais vous mettre deux visuels. L'impermanence, c'est quelque chose qui ne reste pas. Dans la vie, on a envie d'avoir... Enfin, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la stabilité, donc on a envie d'avoir des choses qui sont permanentes, comme des personnes qu'on peut retrouver le soir, un lieu qu'on peut appeler chez soi, un restaurant auquel on peut aller souvent. Je dis ça parce que Mamoru Oshii est un réalisateur très nostalgique, et dans ce film-là, Pat Labor, dont je vous propose un visuel, il parle beaucoup de son rapport au vieux Tokyo qui est en train d'être détruit pour être remplacé par un nouveau. Et donc, l'impermanence, c'est aussi notre environnement qui n'arrête pas de changer, et nous on se demande si on change ou pas. Et ça peut être aussi montré par un personnage qui est en permanence en mouvement. C'est là que la figure et le lieu du train devient très très important, parce qu'il est en permanence représenté. C'est que le train, c'est un endroit où on translate, on bouge en permanence, on se déplace de lieu en lieu, on se déplace et on n'a pas de racines. C'est quelque chose qui est développé dans plein de films différents. Là, sur le bout de la langue, j'ai le film In the Air, où c'est un personnage qui prend l'avion tout le temps. Voilà, il y a ce sentiment d'être déplacé tout le temps, d'être parfois même brusqué tout le temps, mais de se sentir appartenir à nulle part, qui est assez présent. Ensuite, c'est quelque chose que j'ai un peu amorcé dans les commentaires précédents, forcément avec des lieux aussi montrés de manière aussi réaliste, forte, voire oppressante et détaillée. Ce qui va arriver quand vous avez trop de réalisme, ce qui se passe, c'est que la seule issue artistique et visuelle, ça devient l'arrivée du surréalisme. Donc là, ça va être comment sortir de ce réel trop oppressant. Il faut qu'il y ait la poésie qui arrive, mais ça va être souvent aussi, dans les œuvres que j'ai lues personnellement, c'est l'arrivée du surréalisme, donc avec des personnages qui se transforment, des choses complètement incongrues qui arrivent, une grenouille qui arrive et qui vous propose de sauver le monde, comme dans le... Voilà. Donc ouais, il y a souvent... donc c'est l'arrivée d'autres personnages, ou l'arrivée d'une dynamique sociétale, je vous parlais un petit peu plus tôt de ce batteur qui venait sortir les gens de leur misère et de leur anxiété. Ça, c'est l'arrivée du surréalisme, où on va même... Dans ce monde qui nous paraît très étranger, on va ramener un truc encore plus étranger qui va venir le sublimer. Oui, c'est hyper intéressant ce concept d'impermanence. Je trouve que même dans un contexte européen, c'est quelque chose auquel on peut se notifier. Oui, là je parle de concepts généraux, on s'éloigne un petit peu de la spécificité japonaise, mais moi je trouve que c'est des choses qui, évidemment, en France et en Europe, on utiliserait d'autres manières, mais l'impermanence, ce serait un personnage dont on ne connaît que le dessin, où on le montrerait avec un personnage qui est toujours flou, on montrerait un personnage de fantôme, on montrait ça en personnage de parents absents, par exemple. C'est un truc qui se retrouve dans beaucoup d'œuvres. Et ensuite, du coup, pour finir sur ces conceptualisations, je voudrais aussi faire un truc un peu prospectif. Les œuvres japonaises ont aussi vu émerger beaucoup d'œuvres qui, à partir de la ville, commence à développer des choses au-delà du surréalisme, qui devient même de la science-fiction, où du coup les villes deviennent des choses monstrueuses. Donc là je vous ai mis deux images, j'ai oublié de les créditer, mais c'est un visuel de Blame de Tsutomu Nihei, avec une ville qui se construit perpétuellement et qui devient fou, complètement folle, et où du coup l'être humain et même l'être conscient, parce que dans les histoires de Nihei, c'est rarement juste des personnages humains, c'est aussi des personnages, des robots immortels, et du coup la ville devient encore plus oppressante, et même peut vivre sans l'être humain. Et à droite, je vous ai mis une ville inachevée qui vient de Girl Last Tour, un manga que j'aime bien aussi, avec une ville qui n'est fait que de tuyaux, de béton, et
se construisait tellement dans tous les sens qu'elle a fini par exister au-delà de la présence humaine. Même de manière générale, ce contexte urbain, il peut même être poussé encore plus loin dans la science-fiction pour amener à des idées de dystopie, finalement. Un film qui a éternellement marqué le cinéma mondial, c'est Akira, qui est du coup dans une mégalopole qui s'appelle Néo-Tokyo, donc on revient à Tokyo dont je vous parlais au début, et qui est une ville sans fin où l'individu est perpétuellement prisonnier, ne peut s'échapper qu'en devenant une espèce de punk, une forme de punk ou un personnage alternatif, quoi, qui est en rupture avec cette société. Et là, souvent dans ce genre de film de dystopie, la seule issue, c'est la destruction totale, donc la fameuse bombe qui détruit l'ensemble de Néo-Tokyo dans Akira, qui est un dessin plus iconique, tu meurs, quoi. Donc ouais, voilà. Donc ça, c'est les gros concepts qui peuvent ressortir. Pour moi, c'est pas totalement étranger que, comme énormément d'artistes japonais du cinéma d'animation et du manga vivent à Tokyo, quand vous voyez des décors perpétuellement et perpétuellement, vous finissez par faire ressortir votre perception de l'espace et de votre environnement dans vos œuvres. Voilà. Pour conclure tout ça, voilà, je suis allé un peu au bout de ce petit essai prospectif de tout ça. Ce que je voulais vous dire à travers cette recherche esthétique et conceptuelle des villes japonaises, je me suis beaucoup centré sur une émotion qui est la mélancolie et la tristesse, et je me suis beaucoup centré sur une période, puisque sinon c'est un sujet beaucoup trop grand à détailler, et je n'ai pas la connaissance ni le temps pour faire ça comme cela le mériterait. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ces décors de villes japonaises qu'on peut voir dans beaucoup d'illustrations, dans beaucoup de films, donc comme des adaptations là qu'on a vues, et qui est assez courant en fait dans des médias graphiques. Elle n'est pas neutre, quoi. Quand vous montrez des hôtels capsules, quand vous montrez le carrefour de Shibuya, quand vous montrez des gratte-ciel qui viennent boucher tout le ciel, c'est pas neutre, c'est des choix graphiques, poétiques et artistiques qu'on fait. Et il faut savoir que voilà, ça teinte notre narration, l'ambiance est souvent quelque chose qui est un petit peu oublié au profit de la narration et de l'écriture des personnages, mais les décors c'est quelque chose qui me passionne moi personnellement parce que je fais du décor dans la vie. Et je voulais aborder ce sujet-là avec vous. Donc voilà, j'espère que je vous ai permis d'avoir une meilleure compréhension de ce sujet, de un peu les concepts et les enjeux qui se centrent autour de ça. Si ça vous donne ce genre d'envie et si ça vous fait réfléchir, moi j'ai pas la capacité de vous faire un truc magistral et de vous expliquer tous les tenants et les aboutissants, mais si je peux vous créer cette curiosité et créer un peu des questionnements par rapport à tout ça, puisque un décor ce n'est pas quelque chose de neutre, c'est bien. Si vous écoutez cette émission plus tard, si vous écoutez cette émission en replay quand j'aurai enfin mis mon système de replay en place, n'hésitez pas à venir m'en parler par message ou dans une émission prochaine, ça m'intéressera toujours d'avoir votre avis là-dessus. C'est un peu un de mes sujets fétiches, de parler de science-fiction, d'urbanisme, de ville japonaise, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, mais avec les années qui viennent et la réflexion, je sais que c'est quelque chose qu'il faut traiter avec justesse et sans laisser notre point de vue nous dire oui la société japonaise est comme ça évidemment. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se quitter ici. Des gros bisous, merci beaucoup d'être resté tout du long, ça fait très plaisir d'avoir votre présence et votre intérêt pour tout ça. Ciao ciao.